Et voilà donc, ouais, parce que j'ai pas dit donc en fait, c'est important parce que en règle générale j'enchaîne voilà et donc. Ah bah oui, donc voilà. Donc voilà. Ah bah voilà, c'est ça, mais j'ai pas mon casque en fait. Ah, Sur le blog. Joey, tu aimes les films sur les gladiateurs? Cinéma! Cinéma! Il y a pire que le cinéma, vous savez. N'écrirez rien sur ce film, c'est une merde! Ah, quel putain de bon film! Ce mec est un génie! Parfois, il est intéressant de voir jusqu'à quel point un scénario peut être mauvais. Et les passages que j'aime pas, je vais les couper. Sais-tu seulement ce qu'il faut faire pour être addict? Attention de moi, c'est pas le gros doigt. C'est une surprise pour les spectateurs, ils seront collés au fauteuil. On est majeur et vacciné. J'en prendrai pour $1. I've got an idea. Let's go outside. Vive le cinéma! Bonjour et bienvenue dans On n'est pas des Lumières, les témoins éclairés de la course ininterrompue des images d'une destination à l'autre. De ce qui fut autrefois le théâtre de l'immersion vers la consommation effrénée de flux multisupports, elles ne sont autres que le désir originel d'exprimer, d'expérimenter et de concevoir pour les uns, ou de rêver, penser et s'émouvoir pour les autres. Pour ce second épisode, notre fringante émission s'envole vers les United States. Cette jeune nation qui, de la découverte du Nouveau Monde à la construction de l'Ouest américain, n'a cessé d'inventer sa propre mythologie, d'imprimer la légende de ses espaces sauvages ou insuffler le sens de ses valeurs par l'exploitation des images cinématographiques. Un 7e art tout aussi naissant au regard de l'histoire de l'art, à mi-chemin entre la déclaration d'indépendance du vaste territoire et la 93e cérémonie des Oscars, le prestigieux gala de récompense des meilleures productions cinématographiques de l'année. Tout ça, c'est prévu le 26 avril. Et au cours de cette émission, je suis en compagnie de Sylvain. Salut Sylvain. Salut François, bonjour à toutes et à tous. Et de Dominique à la technique. Salut François. Alors, nous allons tout de suite préciser que c'est une émission qui a un petit peu d'avance dans son enregistrement parce que pris de court par les annonces présidentielles, on pensait enregistrer un petit peu plus avant, une semaine avant en gros les Oscars pour se laisser déjà le temps de découvrir les films. Mais c'est pas grave parce que ça ne nous empêchera pas d'évoquer dans les grandes largeurs donc toutes les spécificités de cette cuvée des Oscars un petit peu particulière, notamment avec la surreprésentation des œuvres distribuées par le géant américain de la VOD. Et donc oui voilà, donc Netflix, parlons-en parce que c'est donc ce distributeur-là qui piétine un petit peu tous les autres, donc qui brise un petit peu les velléités des autres distributeurs de s'illustrer pour cette cérémonie. Et donc entre les films Netflix et aussi les films à Oscar auxquels on n'échappera pas non plus, hein, vous savez ces films formatés un petit peu pour cocher toutes les cases idéologiques du moment et caresser la bien-pensance dans le sens du poil. Et donc ça, pareil, hein, ces films-là, on va essayer de les reconnaître. Mais quels sont ces films? Qui sont-ils? Et que nous veulent-ils? Donc on balance. Ah, ce soir, on dénonce tout. Ok. Alors après, tant pis Sans si on a des filtre. problèmes, Sans filtre. on y va. Et on censure pas. Avant de démarrer, ce qui est important à savoir, chers auditeurs, sachez qu'un bingo des Oscars sera mis en ligne sur le Facebook du Tianoc. On va essayer peut-être de le diffuser un peu partout, de le relayer. Donc c'est un bingo qui vous permettra de gagner jusqu'à 1 an de cinéma. Ouvert. Alors voilà, c'est 1 an de cinéma ouvert. Donc c'est le jeu concours, il tiendra la route sous réserve que les cinémas rouvrent avant les Oscars 2022. Et pour les 3 auditeurs qui ne sauraient encore pas ce qu'est Tianoc, Ah oui. c'est un cinéma situé en Bretagne Sud. C'est ça. Et alors, peut-être que salle de c'est cinéma. important aussi de préciser que nous sommes tous les trois les petites mains Enfin, nous faisons partie des petites mains du Tianoc. Sylvain, toi, tu es le gérant. Et nous, Dominique, on se fait fouetter. Voilà. Une main de fer dans un camp de velours. Souple et tendre à la fois. Alors, pour commencer cette seconde émission, ce que je vous propose, c'est d'avoir un petit temps individuel où chacun d'entre nous, Dominique, tu fais ce que tu veux si tu as envie de Je dire. te cache pas qu'on a dû enregistrer en 24 heures à cause du confinement qui nous est tombé dessus. C'est ça. Et des 10 km qui m'empêchent moi de revenir sur mon lieu de travail pour le mois à venir. Et du coup, j'ai pas eu le temps de voir beaucoup de films. T'as pas bossé, quoi. Oh, T'as pas v'là bossé cette l'excuse. V'là l'excuse. Le président, c'était mercredi soir, hein, t'avais 48 heures devant toi. Oui, mais le choix de la date d'enregistrement, ça s'est fait hier jeudi. Tu veux dire que t'as pas eu le choix. C'est ça. Ouais.
Bon, Soit. c'est pas grave, Passons. on va quand même bien rigoler. Ceci dit, moi, quand il faut donner mon avis, je peux le donner même sans avoir vu un film. Oui, bah oui. Là, on est journaliste ou on l'est mentir, pas. Là, je te reconnais bien. Alors nous, on est un petit peu une Personne. émission déstructurée et la coutume exige que les recommandations se fassent en fin d'émission. Et ben nous, on est des rebelles, on est libres et donc Et insoumis. Donc Sylvain, si tu veux, je t'invite à me faire une recommandation, Merci, à nous François. faire une recommandation ou même plusieurs. Attendez, j'ouvre l'enveloppe. And the winner. Le nommé est... Le gagnant de l'Oscar du meilleur film est La La Land. Ah non, pardon, excusez-moi, Ah oui. je me suis trompé. Non, Ah. excusez-moi, je vous ai fait une Warren Beatty. Désolé. Warren, what did you do? I want to tell you what happened. I opened the envelope and it said, Emma Stone, La La Land. That's why I took such a long look at Faye and at you. I wasn't trying to be funny. Well, you were funny. That Thank was you very funny. much. Thank Yeah. you very much. Wow, this is Moonlight, the best picture. Yeah. Je vous propose de remonter le temps et de revenir dans les années 2000, et précisément même dans l'an 2000. Et le film que je vous propose de découvrir, de redécouvrir plus exactement, chers auditeurs, eh bien il s'agit de... Roulement de tambour. C'est Russell Crowe, ça sent le Russell Crowe au plein nez. Raté. Non? C'est le Kevin Blacklisté Spicy dans American Beauty. Ah, Eh oui, exact, eh oui, exact. eh oui. Ça n'a pas laissé le temps de C'était répondre. quand Gladiator alors? Oui, C'était 2001, effectivement, American tu Beauty. t'es raté à une année près, c'est ballot. C'est pas loin. American Beauty, donc il est coincé entre Shakespeare in Love en 99 et Gladiator en 2001. Voilà. Donc il s'agit du premier film de Sam Mendes, donc déjà balèze, hein, premier film Oscar du meilleur film, bravo Sam. C'est vrai. L'ami Sam, depuis ce film-là, a quand même réalisé quelques films dont vous avez peut-être entendu parler. Hein. Il a fait 2 fois 007, donc Spectre et Skyfall. Pas des moindres hein, quand même. Et puis tout récemment, il a fait 1917, alors qui, pour l'info, a été également nommé l'année dernière à l'Oscar du meilleur film. Bon, il l'a pas remporté. À ce sujet, savez-vous qui a remporté l'Oscar du meilleur film l'année dernière? Ouf, bah c'est Bong Joon-ho. Non, Eh le bien meilleur oui. film. Oui, tout Alors, à meilleur fait. film, alors, ce qui est important de savoir, c'est que le meilleur film récompense le producteur, pas le réalisateur. Donc quand je dis Bong Joon-ho, non, c'est... Oui, d'accord, bah oui, Parasite, ouais. C'est Parasite, effectivement. On a un peu tendance à... Ouais. On aurait tendance à l'oublier, mais non, c'était bien effectivement Parasite. Alors pour revenir sur American Beauty, donc sachez que c'est un film donc qui a été dont le scénario est dû à Alan Ball. Alors qui est donc ce fameux Alan Ball? Alors c'est la personne qui est derrière alors une série que j'adore pour ma part, qui est Six Feet Under. Bah oui. Plus récemment, il a fait True Blood également, alors que pour ma part j'ai pas vu. Et l'année dernière, plus exactement, il a sorti un film qui s'appelle Mon oncle Frank. Qui a été diffusé sur Amazon Prime avec Paul Vision Bettany. Donc j'ai pas eu l'occasion de voir ce film. Non. Bon, donc je vais pas m'épancher sur le sujet. Alors en 2 mots, c'est l'histoire d'une famille dysfonctionnelle. Alors dans le jeu des 7 familles, je demande dans la famille Burnham le père. Alors le père Lester, donc incarné par Kevin Spacey, donc vous n'êtes pas prêt de le voir au cinéma et à juste titre. La cinquantaine des abusés, donc le Lester en question, bah, il tombe amoureux de la jeune et jolie copine de sa propre fille, et il se met à faire de la muscu dans son garage à pas d'heure. Donc voilà, bon, on va dire que c'est la petite crise de la cinquantaine, bien carabinée. Dans le jeu des 7 familles, je demande la mère, incarnée par Annette Bening, qui trompe son mari avec un agent immobilier qu'elle idolâtre. C'est beau. C'est beau. Hein. Et dans le jeu des 7 familles, je demande la fille, incarnée par Thora Birch, alors qui a un peu disparu des écrans radars. Pour la situer, elle a joué dans un film que moi j'avais beaucoup aimé à l'époque, qui s'appelle Ghost World. Ah, exact. Voilà, que les moins de 20 ans, voilà, je vous invite à le découvrir. Donc, quant à elle craque en fait pour l'étrange voisin qui passe ses journées à filmer des sacs plastiques volés dans la rue. Bon, chacun ses hobbies. Elle est belle, l'américain. C'est beau. Voilà. À noter également que le film est sponsorisé par Interflora. Hein, je vous invite à découvrir l'affiche du film, vous comprendrez pourquoi. Oui, bien sûr. Voilà, un magnifique jeté de pétales de rose. Que, moi, je vous invite à redécouvrir ce film ou à le découvrir. Pour ma part, j'avais tellement aimé ce film à l'époque, je m'en souviens très bien. Je l'avais été allé le voir 2 fois au cinéma de Carnac, le Rex. Clin d'œil d'ailleurs à ce sujet à Nadine, qui après 30 ans de bons et loyaux services quitte le navire carnacois. Bravo. Mais en tout cas, c'est un beau souvenir cinématographique que je vous invite à redécouvrir.
de ce pas. Et je crois qu'il est disponible sur Netflix, je crois qu'il est disponible, non ? Oui, il me semble, effectivement. Ouais. Eh ben moi aussi, j'aurais une petite suggestion, une petite recommandation, un Oscar coup de cœur, un Oscar fétiche. Question pour vous. Savez-vous quel film a remporté l'Oscar en 1900, petit voyage dans le temps, 78 ? Alors, 1978, laisse-moi réfléchir, Laisse-moi consulter Wikipédia, je dirais comme ça, au débeauté Annie Hall, Woody Allen. Alors, tu veux dire que je me serais trompé entre 78 et 79 ? Wikipédia n'est pas source sûre non plus. À moins que tu veuilles parler de Voyage au bout de l'enfer. Ah, voilà. Alors, vous allez apprendre à me connaître. Moi, je ne peux pas faire d'émission si je n'évoque pas un petit peu cet âge d'or du nouvel Hollywood. Et donc, évidemment, Voyage au bout de l'enfer, de Michael Cimino. Alors, c'est vrai que je parle du nouvel Hollywood, mais en fait, c'est pas vraiment comme Michael Cimino l'entend, lui. Alors, Michael Cimino, on va le resituer, hein. C'est son deuxième film. Son premier film, c'était Le Canardeur avec Clint Eastwood. C'est pas vraiment un film du nouvel Hollywood, en tout cas, Cimino s'en défend. Juste pour recontextualiser ce que c'est que le nouvel Hollywood, c'est cet âge d'or qui a démarré vers 67, Le Lauréat, Bonnie and Clyde ou Easy Rider. Donc c'est ces films en fait qui ont impulsé, c'est ces productions qui étaient carte blanche pour les réalisateurs. Et donc c'est un âge d'or qui s'est écoulé jusqu'à la fin des années 70, début 80, donc qui ont pris fin symboliquement avec La Porte du Paradis, justement réalisé par Michael Cimino. Et donc c'est un cinéma en fait vraiment de la contestation contestataire contre les valeurs conservatrices de l'époque, hyper anti-guerre du Vietnam et tout ça. Et Cimino, lui, se défend un petit peu de ça parce que il est pas vraiment affilié en fait à ces réalisateurs qui ont émergé à cette époque-là, comme Scorsese, Spielberg, De Palma, Bogdanovich, tout ça, Altman. On peut en citer plein. Et d'ailleurs, pour attester ça, l'Oscar lui avait été décerné à l'époque par John Wayne. Alors, qui incarne le plus l'Amérique conservatrice, l'Amérique éternelle que John Wayne, il y avait ce passage de flambeau. Et Michael Cimino, lui, se situe plus en fait dans un héritage du cinéma de John Ford, avec un grand sens de la communauté et l'iconisation du héros américain. Et donc, son premier film avec Eastwood, qui mieux que Eastwood, en fait, incarnait un petit peu ce cinéma de la réaction, l'inspecteur Harry, tout ça. Donc au début, en fait, Eastwood voulait réaliser Le Canardeur. Finalement, c'est Cimino qui l'a récupéré parce qu'ils se sont bien entendus. Et donc, tout de suite après, en fait, Cimino a eu les mains libres pour lancer Voyage au bout de l'enfer. Donc, pour rappeler Voyage au bout de l'enfer, en fait, c'est l'avant, le pendant et l'après-guerre du Vietnam. Donc, tout démarre en fait dans une cité ouvrière de Pennsylvanie. C'est une communauté de c'est des Ukrainiens, je crois, ou des Russes, qui travaillent dans une métallurgie. Et donc, ils vont être appelés, trois d'entre eux, trois de ces personnages de la communauté-là vont être en fait appelés pour faire la guerre. Et donc, c'est une fresque gigantesque qui dure 3 heures. Et on est vraiment dans un discours très fédérateur parce que, bien que eux soient une communauté d'immigrés, eux vont aspirer en fait à s'approcher le plus possible, c'est un rêve, du rêve américain quoi. Et donc coller aux valeurs de l'Amérique. Comment en fait cette communauté-là va elle aussi rebondir après la catastrophe du Vietnam. Donc alors à l'époque il y avait cette fameuse séquence que tout le monde se souvient, dont tout le monde se souvient, la séquence de la roulette russe, donc qui oppose Robert De Niro, pour rappeler le casting, donc Robert De Niro, Christopher Walken, Meryl Streep. Également John Savage, à qui c'était le dernier rôle, et qui jouait dans R, John Savage et John, je l'aurais plus, pardon. Et donc il y a cette confrontation à la roulette russe qui oppose en fait Christopher Walken et John Cazale. Et donc il y a cette séquence de la roulette russe où on voit en fait vraiment alors à l'époque il avait été dénoncé de raciste envers l'image qu'il donnait du peuple vietnamien et notamment des Viet Cong, parce qu'en fait ils sont vus comme des barbares qui opposent les gens à s'entretuer. Lui s'en défendra pour dire qu'en fait lui c'était plus sa vision du cauchemar qu'il voulait illustrer
une image mentale plus de la guerre que la description d'un peuple. Et donc après, il y aura le retour au pays du héros. Donc là, on est dans une tradition purement des films de John Ford, avec le voyage, le retour du héros dans sa communauté. Donc c'est un film qui a propulsé en fait Cimino sur le toit d'Hollywood. Il avait vraiment, après carte blanche, il avait remporté, alors il avait eu meilleur réalisateur, meilleur second rôle pour Christopher Walken, meilleur son, meilleur montage, meilleur film, meilleur réal. Donc il a ce qu'on appelle une razzia. Ah ouais, il avait fait une belle razzia ce jour-là. Et donc après, quand il a eu les mains libres pour tourner Les Portes du Paradis, là c'est les portes qui se sont refermées sur lui. C'est ouais. Et donc là, il a mis fin en fait à cet âge d'or où les projets étaient 100% consacrés au Alors c'est pas vraiment parce que d'autres films en fait ont porté la marque de leur auteur un petit peu après 80. Je pense à Raging Time de Milos Forman, où on est un peu sur le même mode de production démesuré, qui sont vraiment où voilà la production échappe. Ragtime, ouais, qu'est-ce que j'ai dit? Raging Time. Raging Time. Entre Raging Bull et Ragtime. Merci de me reprendre, parce que la dernière fois j'avais dit Men in Black au lieu de Mission Impossible et personne n'a repris. Merci. Ouais. En écoutant, je me suis dit, les mecs m'ont laissé dire ça, quoi. Et donc voilà, un film à voir. Et puis après, donc Cimino, il avait poursuivi sa carrière avec L'Année du Dragon. Et donc Le Voyage au bout de l'enfer, Porte du Paradis et Année du Dragon, c'est un petit peu sa trilogie autour de la communauté aux États-Unis. Voilà, beaucoup de choses à dire, mais j'ai déjà pris beaucoup de temps. Eh bien, je vous invite à ouvrir le dossier du jour, le dossier Oscar. Alors, comment ne pas aborder cette édition de 2021 sans parler donc de la sélection des films primés. Ce qu'on peut faire, c'est aussi évoquer, donc, comme je disais, la surreprésentation des films Netflix dans la sélection. Alors, il y a cette année 35 nominations pour Netflix. Ce qui est énorme, hein. Déjà l'année dernière nous avions 24 citations, donc ce qui était déjà beaucoup, mais voilà, il y a une surreprésentation cette année, donc qui s'explique évidemment par le fait que les salles de cinéma soient fermées et que certains films se soient retrouvés diffusés par la plateforme. Sachant qu'il faut bien distinguer sur la plateforme des films produits par Netflix, des films diffusés par Netflix, qui sont deux choses bien différentes. Si on prend l'exemple de 2 films qui apparaissent dans la catégorie des meilleurs films cette année, eh bien, il y a un film produit par Netflix qui est donc Manque, de David Fincher, un cinéaste bien connu des cinéphiles, on y reviendra ultérieurement, et Les 7 de Chicago, le film d'Aaron Sorkin, qui quant à lui est un film qui devait initialement être diffusé en salle de cinéma, mais devant la situation des salles fermées, eh bien, les producteurs ont décidé de diffuser le film sur Netflix pour faire en sorte qu'il ait une fenêtre de diffusion. Donc voilà, donc effectivement on comprend bien que cette année, année exceptionnelle, représentation exceptionnelle des plateformes qui ont effectivement trusté le haut de l'affiche sur cette année cinématographique. Et alors, muselage du débat, est-ce que les films Netflix, est-ce que c'est du vrai cinéma? Est-ce qu'il a sa place dans ce genre de cérémonie? Parce qu'on se souvient, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était l'année dernière, hein, avec le film Roma, qui n'était pas une production Netflix, mais qui était un film racheté par Netflix, hein, d'Alfonso Cuarón. Donc il y avait eu l'Oscar du meilleur film étranger, qui concourait également dans le cadre du meilleur film. Tout le monde gueulait comme quoi, oui, c'est Netflix, c'est pas du cinéma, nanana. Aujourd'hui, on considère que voilà, Netflix est rentré dans le paysage, en tout cas en ce qui concerne les nominations. Ça fait partie intégrante du paysage cinématographique, il faut l'intégrer comme tel. Mais le cinéma n'est pas mort. Voilà, on a souvent effectivement d'ailleurs. Il y a des spasmes. Ouais. Excuse-moi aussi. On a souvent prédit la mort du cinéma, l'arrivée du magnétoscope, l'arrivée de Canal+, l'arrivée le téléchargement illégal, les télévisions, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Mais le cinéma, voilà, faut savoir qu'il s'est jamais aussi bien porté depuis ces 15 dernières années, en dehors évidemment de l'épisode Covid. Donc, moi, je considère que c'est un acteur complémentaire et que
pour prendre une allégorie assez classique, mais on peut tout à fait se faire à manger chez soi, et en même temps c'est pas ça qui va nous couper l'envie d'aller au restaurant, voilà. Donc manger chez soi c'est Netflix, aller se faire une bonne entrecôte au resto, c'est pas incompatible. C'est le ciné, c'est pas incompatible, voilà, les deux peuvent coexister. Donc voilà, je vous invite à manger les entrecôtes du coup très bientôt. Alors après, c'est vrai que la question qui risque de se poser, c'est les cinémas demeureront, alors je digresse peut-être un petit peu, mais pour quel public et quel film en fait à l'avenir? Est-ce que c'est ça? Est-ce que maintenant les distributeurs feront le choix, le choix moins de risques possible, et dans ces cas-là revendre directement leur œuvre sur Netflix, ou alors passer par la case cinéma, sachant que ils estiment peut-être une frilosité, une réduction de jauge, enfin il y a plein de... Ce qui est certain, c'est que la crise du Covid a été un catalyseur de mouvements qui étaient en marche depuis déjà un certain temps, à savoir une réduction de la chronologie des médias, donc c'est-à-dire la fenêtre d'exclusivité qui aujourd'hui a lieu en tout cas en France, et qui permet aux films d'être d'abord exploités en salle avant d'être diffusés sur les plateformes de SVOD. Aujourd'hui, cette fenêtre, elle a tendance effectivement à être réduite, pour pas dire annulée, en tout cas aux États-Unis, puisqu'il y a eu des accords qui ont été conclus entre des grands circuits, les plus grands circuits américains, et les principaux distributeurs de films, pour faire en sorte que les fenêtres soient donc ce qu'on appelle en day and date, donc c'est-à-dire diffusion simultanée en salle et sur les plateformes. Donc c'est le cas de Warner avec sa plateforme HBO Max. Donc tous les films Warner qui vont sortir cette année au cinéma, Matrix 4, Dune, j'en passe et des meilleurs, vont donc sortir simultanément en salle de cinéma américaine et sur HBO Max. Et avec certains autres distributeurs, on est sur donc des fenêtres d'exclusivité qui ont été grandement rétrécies, donc qui sont passées de 30 à 45 jours selon la typologie de film. Donc c'est des accords qui ont été conclus avec Universal, avec Paramount notamment. En ce qui concerne Disney, Disney a décidé de faire un peu au cas par cas. Selon la typologie des films, ils décideront de les sortir en salle de cinéma ou sur leur plateforme Disney+. Donc là, effectivement, on peut redouter que les films du milieu, ce qu'on appelle les films du milieu, donc hors films Marvelerie et compagnie, Star Wars, qui elles, continueront à diffuser en salle. Là-dessus, j'ai pas trop d'inquiétude. Mais les films du milieu, voilà, du type, si je prends l'exemple de catalogue Disney, Mort sur le Nil, un film qui devait sortir là. Est-ce que ces films-là, ils seront diffusés en salle ou sur la plateforme? On peut effectivement se poser la question. Et même des films comme par exemple le prochain Pixar, Luca. Ouais. Disney Fox, c'est la même boîte maintenant. Voilà, Disney a absorbé Fox l'année dernière ou celle d'avant, donc toujours est-il qu'ils ont aujourd'hui un catalogue qui est pléthorique. Ouais. Et donc effectivement, ils ont un certain nombre de films qu'on pourrait imaginer comme étant destinés à la salle. C'était le cas de Soul. Bon, situation particulière, donc on peut comprendre qu'ils le diffusent sur leur plateforme, mais par contre, Luca, qui effectivement est daté fin juin, début juillet, on imagine que on espère en tout cas, on croise les doigts, que les salles seront ouvertes d'ici là. On est un peu circonspect devant la décision de Disney de diffuser ce film en simultané directement sur la plateforme, et ne pas passer du tout par la case cinéma. Donc attention, là, donc on n'est pas du tout sur la simultanéité. Oui, parce que s'ils faisaient en simultané, là, ils feraient péter la chronologie des médias. Ils pourraient pas. Ils sont obligés de. Donc en tout cas en France, le film sera diffusé exclusivement sur Disney+. Je ne veux pas faire la promotion de Disney+, loin de là. Disney moins. Voilà, mais en attendant, c'est quand même un film Pixar, donc on parle pas d'une série B. Et c'était tellement triste. Alors là, comme tu disais, c'était une situation exceptionnelle de ne pas voir Soul sur grand écran. C'est de voir que finalement c'est un film qui a été consommé pendant les fêtes de Noël, pendant que papa maman mangeaient la dinde, ils posaient leurs enfants devant Soul. Forcément tu passes à côté, quoi. Tu m'as eu, Billy. Serre-moi fort, Johnny. C'est le dernier rayon de soleil. Dis à Annie que j'ai pensé à elle jusqu'à la fin. Dis à Tilly Tim que son papa ne rentrera pas pour Noël. Dis à Scarlett que ce n'est pas le cadet de mes soucis. Oh,
pardon. Merci à tous. Oh, chérie, vous m'aimez, chérie. On va évoquer les différentes catégories, alors les principales, parce que je ne sais pas combien il y en a, mais si on les évoque toutes, ça risque d'être un peu rébarbatif. Mais au moins les principales, meilleur film, meilleur réal, meilleur film d'animation, acteur, actrice, on va essayer de passer tout ça en revue. Et puis pourquoi pas faire notre pronostic à nous pour essayer de deviner qui remportera la timbale. Ah bah avec plaisir. On va donc commencer par la catégorie reine, les meilleurs films. Les nommés cette année sont... on est dans le rêve. C'est de l'amour. The Father de Florian Zeller, Judas and the Black Messiah de Shaka King, Monk de David Fincher, Minari de Lee Isaac Chung, Nomadland de Chloé Zhao, Promising Young Woman d'Emerald Fennell, Sound of Metal de Darius Marder, et enfin, les 7 de Chicago d'Aaron Sorkin. Ok, bon, alors tout un programme. Donc alors déjà, ce qu'on peut souligner, François, voilà, si je peux me permettre, c'est que parmi ces films, aucun n'a encore été diffusé dans nos salles françaises, du moins. Alors Nomadland, je crois qu'il est prévu, c'est un peu Nomadland contre le reste du monde. C'est le seul en fait qui est prévu, je crois encore. En tout cas, au moins aux États-Unis, qui est passé en salle. Voilà, il était daté jusqu'il y a peu de temps au 21 avril. Donc vous imaginez bien que, compte tenu de la situation actuelle, il risque fort d'être décalé. Ouais. Alors, c'est important je pense que c'est bien de commencer par ce film-là, puisque, on va pas se mentir, c'est quand même le grand favori de cette cérémonie. C'est un film qui a remporté le Lion d'Or à Venise, le Golden Globe également, donc il fait vraiment figure de grand favori. Alors, c'est un film réalisé par une jeune réalisatrice, Chloé Zhao, qui a notamment réalisé The Rider et donc qui là donc pour laquelle c'est son 3e long métrage. C'est un film et qui est déjà, excuse-moi je te coupe, qui est aussi prévu pour réaliser une Marvelerie prochaine, Les Éternels, je crois. J'y venais, daté le 3 novembre. Oui. Et donc c'est un film avec une l'actrice principale est une actrice qui a déjà été multi-récompensée. Il s'agit de Frances McDormand, qu'on avait récemment pu voir dans Three Billboards notamment. Ouais. Donc voilà, c'est un film qui est distribué par Disney, produit par Plan B et A24. Donc Plan B, c'est la maison de production de Brad Pitt. A24, c'est un peu la maison indé arty, Brad Pitt, il est producteur délégué. Ouais. Et A24, qui est un super studio d'ailleurs, qui produit aussi bien des Sofia Coppola récemment, mais que les derniers Robert Eggers avec Le Phare, The Lighthouse, Robert Patachon et Midsommar et beaucoup de films de genre aussi, mais de qualité, d'Ari Aster, donc beaucoup de révélations aussi de nouveaux talents. Et moi, c'est un studio que j'aime beaucoup, A24. Ouais. Absolument. Et donc là, c'est vrai que cette réalisatrice-là, elle a un parcours étonnant. Ouais. Et puis c'est vrai que là, cette année, c'est un peu son année. C'est un peu le grand écart entre Nomadland, The Eternals, la Marvelerie de fin d'année. Ouais. Donc curieux de découvrir ce film en salle. Donc pour ma part, je n'ai pas eu l'occasion encore de découvrir ce film, mais en tout cas, je suis assez impatient de le découvrir. Oui. Et alors toi, Sylvain, tu mises sur quel film? Attention, est-ce que, entre celui que tu veux qu'il l'ait ou celui que tu penses qu'il l'aura? Moi, je mets tout sur La La Land, moi, cette année. J'y crois à bloc. Moi, je pense... Alors, sincèrement, j'ai vu même pas la moitié des films que je viens de citer, mais d'après l'ensemble des observateurs, Nomadland fait figure de grand favori. Donc, bon, je vais pas prendre trop de risques, je vais pas trop me mouiller. Effectivement, je serais pas surpris que ce soit ce film-là qui remporte l'Oscar du meilleur film cette année. Alors si tu me demandes mon avis, mais tu me l'as pas demandé, mais je vais quand même le donner. Alors François, et toi? Parce que moi, je me suis attaché à les regarder avec plus ou moins de souffrance. Je trouve que la sélection, elle est assez uniforme, assez homogène. Il n'y a pas de grands films qui se dégagent de ça. Il suffit de voir les sélections des années passées où là, on avait vraiment une diversité en termes de genre, en termes de moyens de production. Là, on est sur quelque chose
où il n'y a aucun film qui se détache vraiment. Et parmi cette liste-là, par contre, on retrouve quand même cette catégorie de films à Oscar qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, c'est quoi un film à Oscar ? Bon, c'est quoi un film à Oscar ? C'est quoi un film à Oscar ? Je vous le demande. Un film avec Louis de Funès, peut-être alors, moi, je préfère Joe. Alors, par contre, attends, Oscar a fait l'objet... Hibernatus. Oscar, ça avait fait l'objet d'un remake avec Stallone. Je ne sais pas si vous venez de L'embrouille étant le sac au début des années 90. Comment tu m'enlèves mon texte ? C'est vrai, c'est ce que tu voulais dire ? C'est ce que j'allais dire. Ouais, mais bon. Faut être sur la brèche, vif. Ceci dit, on pourra faire une émission dédiée à la carrière de Stallone du début des années 90 quand il essayait de se refaire suite à ces rôles qui lui ont collé à la peau, Rocky, Rambo. C'est vrai qu'après il s'est essayé à la comédie avec Arrête ou ma mère va tirer. De funeste mémoire. Et Schwarzenegger avait d'ailleurs le même parcours. Il a essayé de se faire à la comédie aussi avec Junior. Bref, je digresse. Et je vous invite à revoir Demolition Man qui prend un tout autre sens actuellement. Oui, on est sur oui, on pourra en parler effectivement, mais c'est le film d'Huxley, le livre d'Huxley, Le meilleur des mondes. Le meilleur des mondes. Ouais, bien sûr. On est complètement dedans, ouais. Les films à Oscar, revenons-en. Qu'est-ce que c'est qu'un film Oscar ? On va dire que c'est un film qui cocherait des cases. Qui coche plusieurs cases, et la grosse case en fait c'est un film qui va venir conforter un petit peu l'idéologie du moment et rassurer les revendications sociales, politiques, ethniques et tout ça. Et là-dedans c'est vrai qu'il y en a, on n'y échappe pas, hein. Moi je pense d'abord à Promising Young Woman. Alors là, qui va, c'est clair. Alors la culture woke c'est sympa, mais bon ça peut être un peu relou parfois. Moi je trouvais que le film, le problème de ces films là c'est que bien souvent ça prêche des convaincus. C'est-à-dire que le point de vue, alors pour refaire rapidement le pitch, c'est une nana qui va faire semblant d'être une proie facile pour des mecs en boîte de nuit. Elle va les ramener chez elle, ou ça dépend où. Et puis elle va leur mettre le nez dans leur caca. Voilà. Alors, et puis petit aparté, moi j'ai déjà essayé de faire la même chose, mais bizarrement il n'y a pas de femme qui me ramène chez elle. You just a gigolo, Sylvain. c'est tout. Moi par contre j'ai été victime. C'est vrai que moi je trouve que c'est des sujets qui ont plus d'impact quand ils sont traités sous l'angle du fantastique. Sur par exemple la question du racisme, on a vu Get Out qui était d'ailleurs nommé, hein, tu le disais tout à l'heure, Sylvain, ou alors donc Get Out qui traitait de la question du racisme, ou alors Invisible Man ou là qui traitait de l'oppression faite aux femmes, des violences faites aux femmes. Mais là c'était abordé sous un angle fantastique, et donc ça s'accaparait du genre pour parler du phénomène. Là on est sur un point de vue unilatéral de la nana, comme quoi les mecs sont tous des ordures, donc c'est assez manichéen. La mise en scène elle est tellement appuyée que un peu de nuance en fait, je pense que ça permettrait aussi à un public qui n'est pas directement visé, donc en gros autre que les personnes qui sont déjà convaincues, de pouvoir s'intéresser au truc. Là si moi je suis oppresseur de femmes et que je vois ça, ça me ferait marrer. Et donc on est sur une mise en scène qui conforte un féminisme un peu réac post-MeToo, sans vouloir, je vais peut-être pas me faire des amis, mais c'est pas tant sur le fond, c'est aussi sur la forme et son traitement. C'est que le film en fait il oscille entre la comédie, le thriller, le rape and revenge. C'est-à-dire rape and revenge, c'est j'ai un traumatisme et je vais venir me venger, quoi. Et donc je trouve que le film n'a pas un énorme impact au-delà de ce que tout le monde en fait s'accorde déjà à dire si on n'est pas trop con, quoi. Et si on s'appelle pas Harvey Weinstein. Et alors il n'est pas dans la boucle, mais il y avait des super productions d'Harvey Weinstein avant, pour les Oscars, avant qu'il soit plus dans le circuit. Autre film à Oscar, alors c'est Judas and the Black Messiah, alors Black Messiah ou Black Messiah ou je sais pas. Alors là là on est sur la case Black Lives Matter. Alors je vais lui faire un peu le même reproche, on est sur un peu le même manichéisme qu'on avait déjà retrouvé dans Black Landsman, Black Claude Landsman, où là on a un personnage hyper charismatique qui voudrait venir un petit peu adoucir les méthodes des Black Panthers, et puis avec un personnage qui va venir lui infiltrer en fait l'administration de ce leader des Black Panthers, et puis qui va l'infiltrer, il va être à la solde du FBI, et donc il va avoir le cul en deux chaises.
Et donc, en fait, c'est ça. En fait, lui, il va avoir sa boussole morale qui va osciller entre les deux. Et puis, bon, on s'ennuie pas. Voilà, mais ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans le film, finalement, c'était les scènes finales où là, on revoit des scènes, ils ont récupéré des images d'archives qui recontextualisaient le film. Limite, ils auraient mis ça avant, ça aurait été peut-être pas plus mal. Mais alors bonne interprétation, pas de problème, on y reviendra hein, puisque Kaluuya, les deux acteurs ils sont nommés. Là encore, j'ai trouvé que la portée. Alors il y a quand même un sous-texte politique qui est intéressant là, parce que les Black Panthers, ils sont eux issus d'un courant marxiste, maoïste, et donc on nous refait un petit peu l'apprentissage du révolutionnaire de salon. Qu'est-ce que la guerre, qu'est-ce que la politique? La politique, c'est la guerre. La politique, c'est la guerre sans violence, et la guerre, c'est la politique. Bref, je m'en mêle les pinceaux. Est-ce qu'on peut tromper une fois 1000 personnes? La guerre, c'est la politique avec violence, et la politique, c'est la guerre sans violence. Donc, on nous remet un petit peu les clés, le tuto en fait pour suivre le film, et puis sa ligne directrice. Mais on ressort pas en fait avec énormément de questions et de réflexions en fait sur la situation. On est sur en tout cas moi ça pourra parler à certaines personnes, mais on reste sur un film qui prêche des convaincus. Sur quelle situation? Les violences policières, parce qu'en fait on parle des Black Panthers, mais en fait il y a une résonance sur l'actualité. Et il y a un autre film, une grosse machine à Oscar sur lequel j'aimerais revenir un petit peu plus précisément. Parce qu'en fait, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais alors j'ai eu l'occasion de ressortir mes petites notes de l'époque. Et c'est Les 7 de Chicago. Alors, Les 7 de Chicago, Aaron Sorkin, hein, tu le disais tout à l'heure, Sylvain, qui est le second film d'Aaron Sorkin, donc après Le Grand Jeu, qui est sorti en 2017. Alors, pour rappel, Sorkin, il est plus connu comme scénariste. D'abord pour la télévision, il avait fait des trucs comme The West Wing, par exemple, et puis après, il avait été scénariste de Social Network de Fincher, David Fincher, et c'est lui qui avait aussi scénarisé le Steve Jobs de Danny Boyle. Donc ça c'est pour le cinéma. Et alors Les 7 de Chicago, c'est un film de procès d'ailleurs dont il s'était lui déjà illustré avec Les Hommes d'honneur. C'était son premier film en 1992 avec Tom Cruise et Jack Nicholson, qui était déjà un film de procès. Alors ici, on suit la reconstitution d'un procès qui a vraiment eu lieu lors d'une convention démocrate pour définir le candidat qui allait se présenter aux élections présidentielles. Donc ça, c'était en 68, et élection présidentielle qui a fini par être remportée par Nixon, le candidat républicain. Et alors en fait, les 7 en fait qui ont été à l'origine de la poudrière, enfin de la manifestation qui a mal tourné, se retrouvent devant les tribunaux. Chacun à sa motivation idéologique. Donc là, tu dresses un grand panel de revendications. Tu as les étudiants, tu as les hippies, les Black Panthers, etc. Et en fait, ils vont tous se retrouver jugés au sein du même procès, comme pour finalement donc unifier la menace du conservatisme qui est au pouvoir, quoi, fraîchement mis en place. Et donc en fait, chacun de ces 7 personnages, comme je disais, donc, sont amalgamés. Et donc voilà, là-dessus, le fait qu'il y ait une diversité des revendications, on est sur le côté machine à Oscar, puisque chacun va s'y retrouver, et puis on brasse un panel politique. Alors après, moi, Sorkin, j'avais toute sa confiance en lui pour décrire la machinerie judiciaire immorale et défaillante. C'est un super dialoguiste, donc là-dessus, il n'y avait pas de problème. J'étais un peu plus frileux sur sa manière d'éviter le film de couloir avec des tirades interminables et un peu chiant, quoi. Et en fait, très vite, la crainte, elle est levée parce que y a une super réalisation. Dès le début, on se croit à la limite sur du Scorsese, où en fait, tu as un plan qui va sur un personnage qui parle, et puis cut, hop, on part sur un autre personnage, et en fait, les dialogues se suivent, se répondent alors qu'ils ne sont pas dans la même pièce. Donc ça, c'est pour la présentation des personnages, c'est hyper dynamique. Donc il n'y a pas de lien entre eux, mais ils nous sont présentés comme ça. Et après, par la suite, il gère quand même super bien son rythme. Il alterne des séquences de procès avec des flashbacks de la confrontation, tout en le saupoudrant d'images d'archives, etc. Donc rien de très révolutionnaire dans la forme, mais il n'y a pas de temps mort. Et il réussit à allier divertissement et spectacle politique. Et divertissement, spectacle politique, je trouve que c'est un petit peu le cahier des charges du film à Oscar aussi. Oui, je suis d'accord. On s'ennuie pas, c'est vrai. Et tu l'as vu, Sylvain? Oui. Ouais, ok. Eh ben, alors moi, ça date un petit peu, mais là encore, on parlait de prise de conscience. Est-ce que ça va faire bouger les lignes et tout, les mentalités? Chez nous, non.
C'est possible que chez nous, non. Mais il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, on va dire que le radicalisme de gauche, c'est à peu près le centrisme de chez nous, quoi. Donc peut-être que là-bas, le film peut avoir un impact et peut-être même qu'il peut avoir l'Oscar. Tu vois, il dépoussière un épisode qui est peu connu, de l'histoire des procès aux enjeux démocratiques majeurs de là-bas. Le réal lui-même, Aaron Sorkin, il ignorait toute l'affaire avant de se lancer dedans. Et donc, comme je te disais tout à l'heure aussi, Dominique, il parvient avec un exemple d'autrefois à faire résonner l'Amérique actuelle. Et alors, il y a sur ces deux Amériques opposées, il y a plein de scènes qui retranscrivent ça. Là, à l'époque, donc c'était l'Amérique conservatrice des années 50. Qui se retrouve protégée dans un resto vide fumé, et puis tu as la jeunesse des années 60 qui manifeste dans la rue, et on voit bien en fait cet écart et ce cloisonnement en fait de ces deux Amériques. Et puis la toile de fond, c'est la guerre du Vietnam, mais que ce soit la guerre du Vietnam ou la crise économique actuelle, l'objet de la contestation, lui, ça reste le même. La cause des Noirs, la violence des flics, la dénonciation du capitalisme auprès d'une administration immobiliste et réfractaire. Et puis voilà, il y a aussi un super casting. Alors, du moins bon, on va dire, avec Joseph Gordon-Levitt, qui lui a le rôle du procureur, qui joue un peu les boussoles morales, qui sert un peu à diluer justement le manichéisme de la partie des méchants. Et puis, il y a la performance qu'on retrouve dans le meilleur second rôle de Sacha Baron Cohen, dont on va parler. Lui qui a un rôle qui a une mesure hyper symbolique par rapport à ce qu'il fait. Donc, on est limite dans quelque chose de méta par rapport à lui, ses œuvres à côté et le rôle qu'il a. Et c'est un excellent acteur et qui devrait peut-être s'éloigner de ces trucs Borat et tout ça. Oui, tout à fait. Quoique le 2 est pas mal, apparemment, j'ai pas vu. Et donc, en fait, il illustre parfaitement la confusion entre la scène théâtrale et la scène politique. Et je trouve que tout le film, en fait, il est résumé... en tout cas, lui, il est le premier à comprendre un truc, c'est que le monde entier regarde. Et la question, en fait, qui est adressée au spectateur, c'est vous, est-ce que vous regardez ? Est-ce que vous regardez bien au bon endroit, quoi. Donc, film à Oscar, mais s'il devrait y avoir un film Oscar à gagner, je veux que ce soit Les 7 de Chicago. Voilà. Donc là, j'ai un petit peu développé sur les 7 de Chicago parce que si un film à Oscar, les 7 de Chicago 7 alors. C'est une phrase d'Einstein que tu viens de citer. Le monde ne sera pas détruit par les gens qui font le mal, mais par ceux qui les laissent faire. Exactement. Les grands esprits se rencontrent. Et donc voilà, s'il y a un film à Oscar qui doit gagner, j'aimerais bien que ce soit Les 7 de Chicago, mais j'ai un autre. Tu as ta palme du cœur. Alors ça, c'est ma palme, on va dire, politique. Ma palme du cœur, ce serait Sound of Metal. Ah, je te rejoins, à 200%. On est une émission consensuelle, nous aussi, mais en même temps, c'est... un premier film de Darius Marder, donc c'est déjà bon à noter, hein, un premier film nommé à l'Oscar de meilleur film, c'est déjà quelque chose en soi. Alors le film est vraiment porté par son acteur principal, Riz Ahmed, que vous avez peut-être pu découvrir dans Les Frères Sisters ou la série The Night Of avec John Turturro. Donc c'est un film qui est distribué en France par entre guillemets un tout petit distributeur qui est vraiment un peu qui sort des sentiers. C'est Tandem Film. Voilà, donc c'est un film, comme je le disais, porté par donc un jeune réalisateur qui a son pédigré le scénario de The Place Beyond the Pines. C'est lui qui a fait ça. Voilà, un film de Derek Cianfrance. Avec l'accent s'il vous plaît. Visiblement les deux compères sont assez proches puisque on retrouve ce même Derek Cianfrance en tant que co-scénariste de ce film Sound of Metal. Donc moi j'ai trouvé le film à l'image du personnage principal très puissant et très sensible à la fois. Cette histoire d'un batteur en fait qui est atteint de quasi-surdité en fait suite à un concert et qui du coup va tenter de se reconstruire avec avec ce handicap. Parole d'un batteur. Parole d'un batteur, effectivement, qui n'est pas encore sourd. Donc, mais vraiment, j'ai trouvé ce film très, très beau, très sensible. Et ce que je retiens principalement, c'est vraiment la performance de l'acteur principal. J'espère qu'il aura l'Oscar du meilleur film pour sa performance, parce qu'il faut quand même savoir qu'il a appris non seulement à jouer de la batterie pour ce rôle. Il a fait des abdos. Il a fait des abdos, effectivement, puisqu'on le voit à torse-poil à plusieurs reprises, et effectivement, il a une belle carrure, le Riz. Et puis, il a appris la langue des signes également pour ce rôle.
Donc voilà, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'une certaine manière aussi d'un rôle à Oscar, un peu, puisque les Oscars aiment quand même souvent récompenser ce type de prestation où l'acteur se met un peu à la Daniel Day-Lewis. Ou alors souvent des récompenses de personnes qui auront complètement... comment il s'appelle Gary Oldman pour Les Heures Sombres, je crois qu'il l'avait eu avec son double menton numérique et tout ça, enfin vraiment qui vont modifier leur apparence physique pour c'est ce qu'on appelle souvent d'ailleurs des rôles à Oscar. C'est ça. Je sais pas si tu avais tout dit sur le film. Alors la vision est fraîche, alors c'est vrai que c'est toujours bien de... Oui, moi je viens effectivement de le voir. Alors c'est un film qui multiplie les défis quand même, c'est important de le souligner. C'est un film qui a été tourné en pellicule et qui a été tourné dans l'ordre chronologique. Donc, faut le savoir. Donc, ça a forcément nécessité une préparation, au millimètre, au cordeau. Et donc voilà. Donc, moi, j'ai été effectivement très impressionné par l'ambiance du film, la lumière du film, effectivement, qu'on retrouve ce grain. Et donc effectivement par la prestation des deux interprètes. Donc on a beaucoup parlé de Riz Ahmed, peut-être un peu moins d'Olivia Cooke qui est également très très bien dans ce rôle. Olivia Cooke, on l'avait vu alors moi là où je l'ai vu c'était dans la série le reboot de Psychose, je sais plus comment ça s'appelait. Norman Bates Motel. Bates Motel. Et elle jouait dans cette série-là et on l'avait vu dans Ready Player One aussi. Elle avait fait quelques apparitions sympas. Exact. Moi, c'est vrai que c'est un film que j'ai beaucoup aimé aussi. Interprétation, tu parlais de la mise en scène qui joue beaucoup sur la sensorialité. Absolument. On est vraiment plongé dans son point de vue où en fait on devient sourd comme lui. On devient sourd comme lui. On vit en fait son intériorité. À noter d'ailleurs, je vais sortir une petite citation de l'acteur principal, Riz Ahmed, qui explique donc il a utilisé des implants pour les nombreuses scènes afin de simuler la perte auditive, et que donc il avait des implants à l'intérieur de l'oreille et qui simulaient un bruit blanc puissant de sorte qu'il ne pouvait pas entendre sa propre voix. D'accord. Il explique que c'était vraiment très déroutant. Il ajoute que ça faisait naître un genre de désespoir, comme s'il était désormais impossible de se connecter aux autres. C'est ça, c'est complètement ça. Et quand tu parles des autres, je trouve que justement il y a cet accent, on parlait de la communauté tout à l'heure, qui est très importante, le rôle de la communauté aux États-Unis, comme quoi elle se construit là-dessus, on en parlait avec Voyage au bout de l'enfer notamment. Là en fait lui il va s'appuyer sur une nouvelle communauté, notamment un foyer pour réapprendre un petit peu à vivre avec ce qui n'est pas un handicap. Absolument. C'est pas un handicap, on va pas te sauver de ta déficience, on va te sauver ton esprit. Et donc lui en fait il va retrouver son identité, il va se retrouver une motivation, sachant que lui ça fait 2 fois qu'il est en reconstruction identitaire. Son identité ça va se marquer déjà par il va plus s'appeler par son nom, il va avoir un nom qui va être défini par un signe. Donc en fait c'est ça qui caractérise le changement d'identité. Et donc cette communauté dans laquelle il va aller, elle est soutenue par l'Église, même si c'est une communauté qui est pas religieuse. Il va y avoir cette notion de solidarité, et face à un système qui lui ne prend en charge en fait que les riches, parce qu'en fait le gros problème c'est qu'aux États-Unis il n'y a pas de si tu as intérêt d'avoir un bon compte en banque si tu veux te faire refaire les oreilles quoi. Et donc lui il va se désintoxiquer. Alors ça fait 2 fois qu'il est en restructuration, parce qu'en fait c'est un ancien junkie qui a dû déjà passer par une phase de discipline du corps, d'hygiène alimentaire, physique et tout ça, pour se reconstruire, pour se sauver de sa toxicomanie. Et donc il va refaire ce rite de passage quelque part pour redonner un peu un sens à sa vie. La première fois c'était grâce au métal et la rencontre avec le personnage d'Olivia Cooke, et la deuxième fois ça va être en acceptant tout simplement son destin et sa fatalité quoi. Si je devais utiliser un mot à la mode, je dirais que c'est un film sur la résilience. Complètement. Sur le réapprentissage. Oui. Et donc voilà. Et ça, il le fait. Je trouve que cette résilience-là, en fait, il l'interprète hyper bien, parce qu'il est tout en intériorité. Donc et de temps en temps, en fait, il y a des grands jaillissements et des explosions de colère qui en disent beaucoup sur la manière dont il encaisse.
et la manière dont il le vit, quoi. Et parfois, alors, le feu il est dans la maison, mais parfois il y a des flammes qui jaillissent des fenêtres, et il y a vraiment un côté comme ça où pour moi toute la composition de son interprétation elle est là, et ça se retrouve aussi dans un style quasi documentaire. C'est la mise en scène elle est très sobre, ça fait pas de flonflon, et là c'est vraiment la marque que vaut mieux un bon scénario avec une mise en scène un petit peu on va dire académique. Ouais, classique. alors en tout cas classique, mais en tout cas qui quand jette pas plein les yeux, ce qui est l'opposé pour moi de Manque de Fincher. Oui. Ce qui pourrait faire une transition, et que l'inverse n'est pas forcément essentiel. Et donc ouais, Sound of Metal, on va dire que c'est l'Oscar de cœur pour nous. On est tous d'accord. On est tous d'accord, donc on espère que c'est un film qui fera grand bruit. On va pas manquer de passer à côté de Manque, le film de David Fincher, même si peut-être que David Fincher, s'il gagne, on lui réservera peut-être une émission. Donc voilà. La suite au prochain épisode. Ouais, moi je trouve que c'est chiant. Moi je pense qu'il faut quand même le voir malgré tout. Il y a des choses qui sont bien. Moi ouais, bien sûr. Je peux pas dire que je me sois complètement emmerdé. C'est un peu chiant, c'est un peu long, c'est un peu lent, mais malgré tout, tu as des choses en fait, c'est un film qui a pas de fulgurance. Voilà. Donc ça se suit de manière assez linéaire. C'est mieux d'avoir vu Citizen Kane avant. C'est mieux de connaître un petit peu les ressorts historiques et politiques de l'époque. Ouais, moi j'ai le sentiment que c'est un film qui s'adresse vraiment à une niche de cinéphiles. Faut avoir les références, les machins, pour vraiment bien l'apprécier complètement, quoi. Tu veux de l'aide peut-être? Réal. Il y avait peut-être un dernier mot peut-être sur Minari, très rapidement. Okay. Minari dont on n'a pas parlé, mais je vais aller très vite. Donc Minari c'est aussi un film des studios A24 dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est à Sundance, il a eu le Grand Prix Grand Prix du jury et du public. Il a raflé le Golden Globe du meilleur film étranger. Donc, j'allais te demander sur quelle compétition, mais tu viens de le dire, sur le Golden Globe. Ouais. Et puis là, on est encore. Alors c'est marrant parce qu'on revient encore sur la dimension communautaire en fait qui rassemble un peu tous ces films. Mais on sent que c'est important. C'est une famille coréenne qui va venir s'installer sur des terres dans l'Arkansas. Et en fait, ils vont aller ils vont se faire leur rêve américain à eux, quoi. Et donc le père, lui, son rêve, c'est de monter une ferme. Et le problème, c'est qu'avec le couple, il bat de l'aile. Ils ont un enfant malade du cœur, donc lui devra prioriser en fait entre investir dans sa ferme ou alors investir dans les soins de son enfant. Donc lui, toute sa dualité va être là. C'est avec Steven Yeun. Alors il est nommé aussi pour la catégorie meilleur acteur. On l'a vu dans Walking Dead, on l'a vu dans Burning. Donc c'est un acteur américain mais qui est d'origine coréenne. Et donc lui, voilà, son rêve, c'est d'être proprio, d'être autonome. Bon, c'est vraiment, on est presque dans du huis clos parce que tout le film se passe au sein de la ferme, mais c'est très lumineux. Il y a des super cadres, il y a une super mise en scène. Et alors c'est marrant parce qu'on voit comment eux, ils veulent reproduire en fait leur culture coréenne dans leur bungalow, parce qu'ils sont sur un petit bungalow et tout ça. Donc à l'intérieur du bungalow, ils vont jouer à des jeux de cartes coréens, ils vont faire les préparations culinaires coréennes, et tout ça en fait ça va être apporté par la grand-mère qu'ils vont prendre en charge. Donc il y a aussi tout un discours sur la transmission. Et à l'extérieur, par contre, ils vont devoir s'adapter au mode de vie américain et notamment aux spécificités de la culture de la terre aux États-Unis, qui n'est pas la même que là-bas. Et donc en fait voilà, il y a tout un jeu d'adaptation, de transmission et de poursuite du rêve américain que je trouve personnellement hyper intéressant parce que elle embrasse en fait une thématique. La poursuite du rêve américain, c'est une thématique qui date de John Ford, quoi. Et donc je trouve qu'il y a quelque chose qui est à la fois dans la tradition et à la fois dans un discours moderne sur l'intégration des communautés aux États-Unis, quoi. Donc ouais, Minari, c'est un super film. Moi j'ai trouvé. Maintenant, est-ce qu'il aura l'Oscar il y a déjà eu Parasite l'année dernière. Ouais, voilà, qui a déjà récompensé, peut-être, qui a déjà mis sur le devant de la scène la Corée. Bon, en tout cas, ce serait, ça me déplairait pas. Eh ben, écoutez, donc là, on a fait le tour des films qui sont nommés. On va essayer d'aller un petit peu plus vite sur meilleur acteur, meilleure réalisation, meilleure actrice. De toute façon, c'est les mêmes films. Donc, voilà, c'est ça. On va essayer de faire ça. Je vous propose de faire un listing rapide. Donc, exactement. Meilleur réal. Alors, si vous avez le choix entre Drunk, Manque, Minari, Nomadland ou Promising Young Woman, vous choisissez, messieurs.
Je suis mal placé parce que je les ai pas tous vus. C'est pas grave, nous non plus. Manque, c'est très probable. Après, de cœur, ce sera Manque. Allez hop. Pour ma part, je vote pour Manque aussi. Meilleure actrice, Viola Davis dans Le Blues de Ma Rainey, Andra Day dans The United States vs Billie Holiday, Vanessa Kirby dans Pieces of a Woman, Frances McDormand dans Nomadland et enfin Carey Mulligan dans Promising Young Woman. T'as les photos pronostics, messieurs? Alors, je miserais sur Vanessa Kirby, moi perso. Ouais. Alors moi c'est pareil, c'est vraiment ce que je retiens de mieux dans le film. Le film c'est s'il y a un peu de masochisme à regarder ça, mais même c'est balourd dans ses approches métaphoriques. C'est très dispensable. Mais Viola Davis, moi j'apprenais avec autant je l'avais adorée dans Les Veuves. Autant je trouve que la tonne de peinture qu'elle a, mais alors en même temps c'était le personnage de Ma Rainey. Ça bouche un petit peu les émotions. J'ai pas vu Andra Day de Billie Holiday, mais Frances McDormand ça pourrait, mais elle l'a déjà eu 2 fois je crois pour Fargo et Three Billboards. Et puis Carey Mulligan, la chirurgie esthétique fait pas de cadeau pour moi, c'est rédhibitoire. Alors donc Vanessa Kirby, on est d'accord. C'est tout un art, soit dit en passant, de faire des pronostics sur des films qu'on a pour la majorité pas vus. Mais bon, ça ne nous empêche pas d'avoir nos points de vue. Donc en termes de meilleur acteur, nous vous proposons, messieurs... Vanessa Kirby, d'ailleurs, je tiens à dire que moi j'avais déjà vu que c'était une immense actrice dans Hobbs et Shaw. Le spin-off de Fast and Furious, c'est la frangine de Jason Statham. Et elle était déjà extraordinaire, c'était tout ce qu'il y avait de bien dans le film. Et là encore, dans Pieces of Woman, c'est tout ce qu'il y a de bien aussi dans le film. Donc Vanessa Kirby, il faut qu'elle l'ait. C'est noté, merci François. Alors, en meilleur acteur, nous vous proposons Riz Ahmed, donc on a déjà parlé dans Sound of Metal, Chadwick Boseman. Feu Chadwick Boseman dans Le Blues de Ma Rainey, Anthony Hopkins dans The Father, Gary Oldman dans Manque et enfin Steven Yeun qu'on a également abordé dans Minari. Tu viens de dire la réponse, tu viens de dire Feu, donc on sait déjà qui va l'avoir. Alors après le Joker, Heath Ledger et... Au registre effectivement des Oscars posthumes, donc ce serait le 3e acteur s'il était effectivement récompensé à être décerné du meilleur acteur. Ça me ferait plaisir pour lui, mais moi je pense que lui il s'en fout. C'est soit on récompense Anthony Hopkins, soit on récompense une carrière, un Oscar d'honneur à Anthony Hopkins qui a 83 ans si je dis pas de bêtises. On va dire 80 balais. Pas de vieux os, quoi. Et c'est le comédien le plus âgé nommé dans la catégorie de meilleur acteur à 83 ans. Donc il y a le côté effectivement Oscar d'honneur. Moi pour ma part je voterais pour Riz Ahmed j'ai très touché par son interprétation, mais on va pas y revenir dans Sound of Metal. Donc Oscar du cœur pour Riz. Allez. Alors qui d'autre? Charlie Nicholas, David Niven, Malcolm McLaren, Elvis Presley. Ok, où tu veux en venir exactement? Oh, j'aimerais juste que tu comprennes que son interprétation dans Le Nom de la Rose, pour ne citer que ça, n'est qu'un petit bip dans une trajectoire ininterrompue qui s'apparente à une chute. T'oublies Les Incorruptibles. Ça n'entre pas en ligne de compte. Malgré l'Oscar d'interprétation. Ça n'a pas de valeur. C'est un vote de sympathie. Alors on vieillit, un jour on craque et hop, à dégager. Ouais. C'est ça ta théorie. Ouais. La preuve nous en est fournie tous les jours. Il y a le film d'animation aussi. Le film d'animation, donc il y a du Pixar, il y a En Avant, il y a Soul, donc 2 productions Pixar, il y a également Voyage vers la Lune, Shaun le Mouton ou bien Le Peuple Loup. Ouais. Alors comme tous les ans, ce sera un Pixar, moi je pense. Déjà le Soul, il avait déjà eu le Golden Globe. Moi je pense que ce sera Soul, oui. Soul, ça reste une immense baffe esthétique. Un choc esthétique que moi j'ai
nulle part ailleurs. Et alors, quelle tristesse de ne pas pouvoir le voir vu en salle, celui-là. Parce que déjà qu'à la télé, j'ai eu du mal à me remettre ce mélange de 2D, 3D. En salle, je pense que ça aura mis tout le monde d'accord. C'est très dommage qu'un film comme ça n'ait pas pu voir la salle, parce que autant le succès critique, il est là, le succès public, en fait, on l'a pas trop eu. C'est du gâchis, c'est un gâchis absolu. C'est un film avec un nombre de niveaux de lecture incroyable. On peut parler d'un film d'animation adulte presque qui est plus destiné aux adultes qu'aux enfants. Ça empile les concepts. En fait, c'est un film qui empile les concepts. Et c'est même hyper paradoxal que Disney, en fait, qui lui standardise à fond la création et puis pondre un truc pareil. C'est vraiment un superbe film d'animation. Moi, je le recommande chaudement. Ouais. Si un jour on fait une émission spéciale Pixar, on prendra un temps, notamment peut-être pour évoquer la présence de Pete Docter dans les studios. Et puis, parce que Pete Docter, en fait, la personne qui a réalisé Souls, pour info, c'est aussi la personne qui avait réalisé Vice Versa. Là, est-ce qu'il va plus loin? Enfin, on est sur des approches inédites de concepts pour les jeunes. Enfin, pour moi, à chaque fois c'est le concept, vice versa, c'était donner des émotions, enfin incarner des émotions, donner des émotions à des émotions, il y avait tout un truc. Et dans Soul, en fait c'est pareil, là on nous invite dans un monde qui n'a jamais été exploité, en fait. Comment sont constituées les âmes, en fait? Comment est-ce que tu nais En fait, ça pose carrément aussi la question de l'inné, de l'acquis. Comment sont constituées les âmes, par quoi ça commence. Et donc ça, on retrouve des marques d'abstraction dans Vice Versa, mais il y a aussi de l'existentialisme, il y a une abondance d'innovation, il y a des pistes conceptuelles qui sont démentielles à chaque lecture. Et quelque part, j'ose espérer que les autres productions Pixar, en fait, que ce soit un peu un Pixar de la transition, quoi, que les autres productions Pixar vont suivre ce créneau-là. Or, j'en suis pas convaincu. Et contrairement à ce qu'on dit, c'est pas non plus un film sur la mort. On dit les Pixar, les mecs, après Coco, après il y avait Là-haut aussi, c'était le point de départ de Là-haut. Mais pour moi, c'est pas du tout un film sur la mort. Au contraire, c'est un film sur. En fait, il y a le paradoxe de Pixar, et je vais aller très très vite. C'est que c'est un film, en fait, qu'empile les concepts. Donc il y a une accumulation de concepts, et pour une première vision, c'est pas évident de tout capter, surtout pour les enfants. Mais le message, c'est finalement dire, mais en fait, te prends pas la tête. Centre-toi sur l'essentiel, le goût de ta pizza, le petit hélicoptère qui vole dans le ciel, et en fait c'est une ode à la simplicité malgré ce qui semble être. Et moi, autant parce que je l'ai vu 2 fois, la première fois j'ai vu un truc, émotionnellement j'étais resté à distance parce que j'étais en train d'essayer de comprendre un peu le concept du truc, un peu à la Nolan, sauf que Nolan, t'as pas envie de le revoir derrière, enfin Tenet en tout cas, s'il faut parler que du dernier. Autant une fois qu'on a appréhender les mécaniques des concepts, il ne reste que l'émotion. Et la deuxième vision, je me suis fait ramasser la tronche comme il faut. Bon, les enfants, vous allez me laisser tranquille. Je vais aller chialer si vous voulez bien. Non, mais c'est vrai que, moi, je reste effaré que Disney ait pu produire un truc comme ça. Par contre, je suis surpris, moi, de ne pas découvrer les Barbapapa dans les meilleurs films d'animation. Alors que c'est génial. J'adore. J'adore. Voilà. Je crie à l'injustice. Alors, j'ai le double album. Hein. On peut le mettre en musique de transition. J'ai le double album, c'est monstrueux. Écoute, on est déjà hyper long au niveau timing, donc on va se la garder pour une prochaine. En avant, fait pas le poids. C'est pas un mauvais Pixar, mais c'est un Pixar beaucoup plus conventionnel. Pas vu. Et il y a aussi Le Peuple Loup, tu disais, de Tom Moore. Tom Moore, ouais. Le Peuple Loup, pareil, c'est de l'animation 2D traditionnelle. Qui devait sortir sur nos écrans la fin d'année dernière, et donc. Tom Moore qui avait fait donc Le Chant de la Mer et Brandon et le Secret Tales. Soul, soit dit en passant, Trent Reznor, Atticus Ross. 2 fois nominé pour la meilleure musique dans Manque et dans Soul. Autant dans Manque, par rapport à leur approche technique, mais la musique de Soul, elle est géniale, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est aussi le jazz et de la musique expérimentale. Quand tu es dans le monde, c'est la première fois que ça arrive, je crois. Faut qu'il l'ait pour Soul, c'est vraiment génial. Eh bien, écoutez, malheureusement, cette émission touche à sa fin, mais nous on vous a réservé une petite news bonus que Sylvain, tu vas nous délivrer à cet instant. Effectivement, alors je vous apprends rien si je vous dis que les salles de cinéma sont actuellement fermées. Aussi, cette activité que l'on qualifie souvent comme étant l'activité préférée des Français. Eh bien, à ce sujet, j'en profite d'ailleurs pour remercier les nombreux témoignages de sympathie des spectateurs du Tianoc, que j'ai pu
que j'ai croisés et qui ont pu exprimer leur attachement à nos salles et le manque qu'ils ressentent du fait de cette fermeture. Mais sachez que ce n'est pas le cas de tout le monde, puisqu'il y a des personnes pour qui le cinéma ne manque, un petit clin d'œil à David Fincher, pas du tout. Il s'agit des phobiques de la salle de cinéma. Ah, ça existe. Oui, ça existe. À ce titre, je vous recommande un article paru dans la revue SoFilm, que vous pouvez également trouver sur le site internet, qui nous donne décrit plusieurs portraits de ces personnes qui répugnent à l'idée de se trouver enfermées dans une salle obscure pendant 2 heures avec des inconnus. Ça dépend pas du film en fait qu'on passe. Non, visiblement, c'est de l'agoraphobie, c'est de la claustrophobie. C'est un mélange de tout ça, je pense, effectivement. Et ça peut se manifester de différentes manières: vomi, bouffée de chaleur, terreur diurne, angoisse nocturne, etc. Je vous en passe des meilleurs. Ces gens se sentent tout simplement prisonniers en fait dans une salle. Alors je vais vous livrer un exemple de témoignage. Donc Jeanne, 41 ans, maquettiste et secrétaire de rédaction. Jeanne. Voilà, Jeanne, tout à fait. Elle est célibataire. C'est un prénom d'emprunt. Voilà. Bon bah écoute Jeanne qui doit nous écouter, j'imagine qu'on est tout cœur avec toi et que on essaiera d'aménager un drive-in pour toi. Je vous lis son témoignage à chaud. Voilà, elle nous dit la chose suivante: je ne suis pas bien au cinéma, impossible d'aller pisser quand je veux, de fumer, de m'échapper. Il y a du monde autour de moi, je suis prisonnière. Au cinéma, tu entres dans une maison que tu ne connais pas, tu fermes la porte et tu es obligé de rester 2 heures. Ça peut être une super fête ou pas du tout dans ton trip. En plus, c'est toute une organisation et ça me fout hors de moi de payer ma place 12 balles. Soit dit en passant, tarif maximum aussi au Tianoc, 9 €. Et qu'on me colle des pubs. J'ai de très mauvais souvenirs de cinéma, trop chaud, trop de son, trop de stimulation visuelle et auditive, mais pas assez intellectuelle. En sortant de Matrix 2, j'ai vomi, je n'en pouvais plus. J'ai eu une réaction physique de rejet. J'ai eu très chaud aussi pour Gone Girl de David Fincher. On y reviendra. On y revient. Je me faisais chier, c'était interminable en plein hiver dans une salle chauffée à mort bondée. J'ai dû enlever toutes mes couches de vêtements, retrousser mes chaussettes, c'était ridicule. Je me suis retrouvé sous une montagne d'habits et ça n'en finissait jamais. Je me disais, pourvu qu'il n'y ait pas un autre rebondissement. C'était une torture. Je me sens aussi coupable de regarder un film car j'ai l'impression que c'est une perte de temps. C'est trop passif. L'imaginaire n'est pas là. Quand tu lis, tu peux poser ton livre, réfléchir à l'histoire, penser à ce qui t'a touché, faire une pause, revenir dessus après. Le film, c'est l'autoroute de l'histoire. Tu sors à la fin et tu le digères ou pas. Alors, Jeanne, on te conseille d'aller voir Irréversible. Et je ne me sens pas suffisamment nourri. C'est comme si je mangeais un paquet de chips au lieu d'un bon repas avec du vin et du fromage. Elle a un talent, Jeanne. Jeanne, on va peut-être l'inviter d'ailleurs pour notre prochaine émission. Ah ben c'est sûr. Bon, pour conclure, tous les amoureux non phobiques des salles de cinéma, je vous donne rendez-vous très bientôt dans nos salles. Je vais vous dire merci à tous. Merci François. Merci Sylvain pour cette news. Merci à toi Dominique. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On espère qu'on vous a pas trop fait souffrir. En tout cas, nous, on sera là pour une prochaine émission. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où et je ne sais pas pourquoi ou sur quoi. En tout cas, un grand merci et à très bientôt dans On n'est pas des Lumières. Salut. Merci François, merci. Quel les bouseux.